Chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui est un podcast avec Pyro. Pyro que vous avez déjà vu sur des vidéos en hypnose, qu'on avait eu en podcast il y a longtemps, mais en vain. Moult, mais en vain, comme on dit. Et aujourd'hui, je voulais un peu discuter avec lui sur tout l'aspect. Il a une grosse qualité. Donc, pour rappeler un petit peu, c'est quelqu'un qui fait de la musique, qui est très artistique, on va dire. Il fait du son, il fait de l'image, il fait de la peinture, etc. Il a voyagé à travers le monde. Alors, on a déjà un peu papoté de voyage avec Emeline. Là, ce qui m'intéresse, c'est euh, le fait d'être chanteur. Il chante notamment, il compose également. Je voulais savoir comment lui vivait son rapport à l'autre et comment il mettait en avant cette notion d'aller facilement vers les autres et d'oser se mettre devant un public. Parce que ça, c'est un problème que plein de personnes ont. Genre, ils disent, j'ai peur de parler devant du monde, j'ai peur d'aller voir les gens, etc. Toi, comment ça se passe dans ton mindset déjà quand tu arrives devant un concert? Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu stresses? Est-ce que tu es en mode rien à foutre, je suis présent? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton process? Alors, salut, bonjour à tous. C'est une très bonne question. On va dire que la première fois que j'ai été sur scène, c'est la fois qui me marque le plus parce que c'est la fois où j'ai réellement un souvenir de trac. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le trac. Quand je vais sur scène, je n'ai pas peur de ça, j'ai pas d'appréhension. Ça m'est arrivé que la première scène que j'ai fait dans ma vie et je ne maîtrisais absolument pas ce que je faisais. Je faisais quatre notes de piano sur un pauvre concert et je savais pas comment j'allais le faire. Et c'est la seule fois où j'ai eu le trac. Et après ça, je l'ai plus jamais eu. Et donc, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu t'es dit, les gens vont me juger, vont pas trouver ça bon? Alors je pense Comment que t'as vécu? enfin, là c'est plus un rapport à moi-même. Alors bizarrement, t'as le trac, c'est généralement par rapport aux autres. Je pense que enfin, c'est le cas pour la plupart des gens. Ouais. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est par rapport à moi-même, vu que ça me l'a fait qu'une seule fois, en fait, et c'était par rapport à ma non-expérimentation, c'est-à-dire que j'allais dans un terrain inconnu, en fait. Et, euh, D'accord. et donc voilà, quoi, je savais pas trop comment ça allait se passer, c'était surtout ça. Une fois que je l'ai fait, après, j'ai plus jamais eu ça, donc je sais pas comment je pourrais t'expliquer réellement le rap. Alors, pour répondre réellement à ta question, le rapport aux autres que j'ai à ce moment-là, il est... Mais moi, je viens proposer ce que je suis, ce que je fais, ce que j'ai créé. Donc, moi, il est là mon rapport en premier. C'est-à-dire que mon but, c'est de présenter le mieux possible ce que j'ai travaillé. D'accord. Donc, en fait, quand tu exposes quelque chose, et là, on peut parler en exposition, que ce soit en peinture ou que ce soit sur un concert, toi, ton idée, c'est de dire, voilà, moi, je suis ça, j'ai créé ça ou j'ai mis ça en place, et je vous le propose, maintenant, vous en faites ce que vous voulez, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Exactement. D'ac- D'accord. Quand tu vois des gens qui, par exemple, sont figés de trac, de peur et autres, qu'est-ce que toi, ça te fait dans ta tête? Est-ce que tu arrives à capter ça? Est-ce que, je sais pas, tu as joué avec d'autres personnes? Notamment, tu avais un crew à un moment, Caméléon, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait, t'as senti qu'il y en avait qui étaient moins bien? Je me souviens que tu avais fait la finale, tu avais fait une finale à un endroit et Au Bataclan, ouais. au Bataclan, ouais. Et tu m'avais dit que tu avais senti que c'était un peu différent. D'ailleurs, ça avait un peu tendu le groupe. Est-ce que à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens dans ces cas-là? C'est-à-dire que toi, si tu es toujours tranquille, c'est bien, mais qu'est-ce que tu perçois chez les gens qui collaborent avec toi à ce moment-là, quand il y a du trac, comment tu le gères? Et comment tu fais pour gérer un groupe, justement, qui, à ce moment-là, lui, peut mettre une forme de pression, alors que toi, tu es en mode, il se passera ce qui se passera. Bah écoute, de ce que je me rappelle de cette époque-là, par rapport au groupe, je me rappelle que la finale, j'avais quand même eu une petite appréhension, hein. Et Ouais. je dis petite appréhension parce que j'ai vraiment pas, moi, on va dire, de stress ou un truc qui va me bloquer, quoi. Contrairement à certains, je me rappelle de certains autres qui sont en stress, quoi, qui sont en train de tourner en rond, chacun à sa manière. Je me rappelle de Teddy qui, lui, était super excité, c'est-à-dire qu'il avait une excitation un peu comme un gosse, tu vois, et que du coup, il pouvait pas, il était dans tous les sens.
Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui, enfin, juste avant le moment de monter sur scène, tu voyais que le gars, il avait une petite appréhension, quoi, et une forme de flip. Si je fais de la merde, en gros. Ouais, ouais. C'était un peu ça. Moi, j'ai le sentiment que, alors il y avait plusieurs leads quand même dans le groupe. Mhm. Je faisais un peu partie la plupart du temps quand même des leads et j'ai le sentiment que vu que moi j'étais apaisé, j'arrivais à apaiser les gens. Et c'est souvent ce qu'on m'a dit d'ailleurs sur scène, on m'a souvent ramené ce truc-là. Même des gens avec qui je collaborais très peu, où on faisait seulement une scène, ils me disaient je me sens apaisé avec toi. Donc généralement, le fait que moi je sois apaisé, apaisait les autres. D'accord. Le mindset apaisé, comment tu le mets en place? C'est-à-dire que là, je comprends bien que tu stresses pas trop par le jugement que va proposer les gens, quoi, va injecter les gens. Toi, tu proposes ce qu'il y a. Qu'est-ce qui crée de l'apaisement à l'intérieur de toi? C'est le fait de te dire que le boulot est accompli ou que de toute façon c'est là. Comment ça se passe d'un point de vue psycho à l'intérieur? Hmm. Imagine, là, il y a des personnes qui se disent, moi, je gère pas le stress, je gère pas les rencontres avec les gens, je gère pas être devant du monde, je deviens tout rouge ou je me sens pas à l'aise, je Ouais. tremble, etc. Hein, ce qui est une façon de réagir. Euh, Toi, comment tu arrives justement? Alors, on a bien compris que tu dépasses complètement cet état-là, mais comment tu arrives à être apaisé? Quel est le dialogue interne que tu as? C'est intéressant. Alors, ça me fait penser à quand je foire, parce que moi, ce qui pourrait à la limite, me déranger, c'est de ne pas faire bien ce que je suis ce que je suis venu faire. Et je me rappelle des moments où moi, je loupe, je suis en train de faire un concert, je suis en train de chanter, et je foire, et je me rappelle que moi, sur scène, je rigole. Et je partage le truc avec les gens, c'est-à-dire, ah, je me suis foiré. Ou je sais pas, en tout cas, je le communique. Et ça crée une forme de proximité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression dans les scènes que j'ai pu faire, c'est que ça crée une proximité avec les gens. Et souvent, les gens, ils se rendent même pas compte que toi, tu as fait une erreur. Sauf si Mhm. elle est flagrante, hein, bien évidemment, une grosse erreur rythmique ou une grosse erreur où je bafouille, ça m'est déjà arrivé, hein, tu bafouilles d'un coup sur scène, tu te trompes dans tes mots, ou tu fais un truc qui n'est absolument pas audible. Bah, moi, souvent, je souris à ce moment-là et je continue. Alors, ouais, vas-y. Est-ce que, est-ce que tu penses que les gens, alors là, ok, on met de côté le regard des autres parce que ce que tu mets en avant, ça serait plutôt une autocritique potentielle qu'on pourrait avoir de soi-même dans la démarche qu'on fait. Tiens, j'ai pas dit correctement ou j'ai passé quelque chose ou j'ai pété le rythme, etc. Ouais. On sort du cadre concert, on se dit à quelqu'un qui fait qui doit parler devant un jury ou devant du monde. Est-ce que, à ton avis, un des points qui est complexe et qu'il faudrait que les gens se calment, c'est de toute façon, vous ne serez pas parfait et avoir un auto-jugement qui est moins sur bah, je fais des conneries, je dis pas le truc exactement comme il faut, c'est pas la fin du monde et je peux très bien rattraper ça justement avec un sourire, avec un body language Ouais. qui se marre, etc. Est-ce que tu penses que c'est une solution? Parce qu'il y a plein de gens, j'ai l'impression, qui se mettent la pression. Ils disent ouais mais regarde c'est mon examen, ouais mais Ouais, regarde ouais. c'est mon concert, ouais mais regarde c'est l'entretien d'embauche, tout va être pris en compte. Est-ce que tu penses que c'est justement parce qu'on met une pression d'espèce de perfection dans ce qu'on veut proposer ou en tout cas l'image de ce qu'on estime être le plus parfait possible que Mhm. ça empêche de justement d'aller dans la créativité, de rebondir, de se permettre aussi de ne pas être parfait. Complètement, bah, je pense que c'est super intéressant. C'est marrant que tu fasses le parallèle avec l'entretien de travail ou le job, parce que vu que il y a pas longtemps, j'ai fait mon entretien pour aller à l'aéroport, etc. Et Ouais. j'avais exactement la même attitude que quand je vais sur scène. C'est-à-dire que je reviens sur le truc de relativiser avec soi-même. C'est-à-dire que moi, pour arriver à cet état d'apaisement, je pense que j'ai eu l'habitude, depuis que je suis gamin, d'auto-relativiser ce que je suis ou ce que je fais, ou etc. Et c'est-à-dire que à un moment donné, en tout cas, euh, je me dis que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ou en tout cas du mieux que j'ai pu, même si des fois, j'ai pas fait grand-chose, hein. Des fois, je suis un gros flemmard, j'en fous pas une. Mais on va dire que le mindset, donc la confiance que j'ai en moi-même, change la donne. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui crée l'énergie, qui fait que derrière, je vais pas me mettre la pression, où je vais avoir une forme de libération de ce que je peux être, c'est-à-dire ou moins de barrières en tout cas. Donc, Euh,
Donc, l'idée pour toi, c'est se dire, je fais ce que j'ai à faire, je le fais le mieux possible. Euh, Est-ce que tu as l'impression que, en gros, tu mets des attentes qui sont justes? Je veux pas dire basses, je dis juste. C'est il se passera ce qui se passera. Est-ce qu'il y a une espèce de notion d'acceptation des événements et pas un hyper contrôle de l'événement? Tu vois, là, moi, ce qui m'intéresse de capter, c'est souvent on a l'impression que les gens ils veulent être parfaits. Mais s'ils veulent pas être parfaits, est-ce qu'ils veulent tout contrôler pour que ce soit parfait? Et donc, vu qu'ils veulent tout contrôler et que rien n'est contrôlable et qu'il suffit qu'il y ait plein d'éléments extérieurs, les Mhm. personnes commencent à se figer, se stressent, elles n'arrivent plus à dire quoi que ce soit ou à être en mode mais je vais dire une connerie, je vais dire de la merde, etc. etc. Est-ce que tu as l'impression que cette dynamique, tu l'aperçois, toi, à l'intérieur de toi? Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que moi ça va faire résonner à un autre truc, c'est-à-dire je me suis dit que c'est peut-être moi, ma manière de gérer mon stress et tout ça, d'avoir ce mindset. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai sûrement ce stress, j'ai sûrement ces appréhensions, sauf que j'ai peut-être créé cette forme de protection avec le dialogue interne que j'ai. C'est-à-dire peut-être que c'est ma manière à moi d'appréhender, d'être stressé, etc., et de garder le contrôle. C'est-à-dire le fait que je baisse mes attentes ou alors que je me dise de toute façon, je vais faire du mieux que je peux, quel que soit le résultat. C'est peut-être ma manière de garder le contrôle et que ça se trouve, il y a une partie de moi qui est plus stressée, qui est plus anxieuse ou qui est plus au regard ou en attente de qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'il y a plusieurs fois, j'ai quand même été déçu de certaines prestations, de certains détails, de certaines choses. Donc, on va dire que le regard critique que j'ai après coup, lui, ne va pas forcément totalement avec le mindset que je vends avant. La notion de contrôle, tu la ressens comment? Parce que effectivement, je pense que derrière, chacun gère le stress à sa manière. Il y a des manières qui sont plus positives que d'autres, mais après, comme tu disais, il y en a qui vont bouger dans tous les sens, il y en a qui vont au contraire s'enfermer, il y en a qui vont parler, il y en a qui veulent plus voir personne, etc., Ouais. etc. Euh, Donc, toi, comment tu sens la prise de contrôle de ton terrain? En gros, tu vas faire ton concert ou tu vas à un entretien. Comment tu prends contrôle de toi-même et de ce terrain-là pour justement mettre en place ta stratégie qui va être plutôt un état d'esprit en mode je donne au max, je ne vais pas être dans un jugement excessif, donc je ne cherche pas la perfection, mais le mieux possible. Mhm. Tu observes cette prise de contrôle? Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? C'est intéressant. Avant ou après? Alors, avant, généralement, ce qui se passe, bah, je vais en revenir un peu à la même chose qu'on se disait juste avant. C'est que j'ai le sentiment vraiment que cette prise de contrôle, donc on va dire ce relativisme que j'ai qui est de me dire, bon, bah, je vais faire de mon mieux, etc., me met dans ce mindset. Euh, je, je- j'ai le sentiment que ce qui est simple, en tout cas pour moi, dans toutes ces situations-là, c'est vraiment que je sais ce que je fais. Je pense que la connaissance du domaine, du cadre, je pense que c'est ça, c'est super important et c'était ça l'élément que je voulais te donner, c'est que généralement pour moi, me préparer à toutes ces choses-là, etc., c'est je capte le cadre. Ok, si mon cadre c'est un entretien de job, bah les gens ils attendent quoi? Le formateur, la personne qui va m'embaucher, elle attend quoi de moi? C'est quoi mon taf? C'est quoi les capacités qu'elle attend? Le concert, le public, il attend quoi de moi? Généralement, vu que c'est mes chansons, moi, que je fais sur scène, il attend mes chansons, il attend que je sois moi-même. Donc, d'une certaine manière, c'est assez confortable pour moi. Dans un cadre de travail, là, on parle d'un autre cadre, parce que c'est pas, là, je suis pas moi-même, je vends un masque. Dans ce cadre-là, mais c'est pareil dans le fond pour moi, c'est-à-dire, ok, c'est quoi les règles, c'est quoi ce que les gens ils attendent, et moi je me mets en mode, bah, je vais leur donner ce qu'ils attendent, tout simplement. D'accord, donc en gros, pour les personnes qui seraient en stress, c'est bien capter le cadre dans lequel ils vont proposer leurs services, leurs prestations, etc., pour que potentiellement ils puissent se dire, voilà, eux, ils attendent ça. Et donc, adapter une posture qui permettra de répondre au mieux à ce cadre-là. Mais ça t'est jamais arrivé d'arriver dans un cadre et de dire je dois faire au max du max et justement te mettre la pression à cause de ce max du max. Tu vois, je pense que beaucoup de personnes qui voient le cadre se disent ah bah je dois être
à la limite supérieure pour montrer aux gens que je suis à 200% pour ce job, pour ce concert, puisque ça va m'emmener d'autres concerts Ouais. ou ça va m'emmener Bah, ça, après, ça, c'est lié au dialogue interne de la personne, je pense. C'est-à-dire que si la personne, elle se met une pression de dingue toute seule et qu'elle veut aller dans des attentes excessives liées au cadre, là, ça va être son rapport à elle. Moi, en tout cas, quand c'est quel que soit le cadre ou quel que soit le truc, je vais pas être dans une expectative, une attente d'un résultat maximum. Je vais me dire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si ce qu'ils veulent est dans un truc super haut. Imaginons que j'aille dans un entretien où les mecs ils ont des attentes excessives de ouf et que moi je peux pas répondre à ces attentes. Ça va peut-être me mettre une pression. C'est-à-dire que je vais peut-être choisir un cadre là qui me convient pas ou qui est pas forcément adapté à moi. Peut-être que les gens qui se mettent des pressions de dingue et qui n'y arrivent pas, parce que je pense que si on se met des pressions et qu'on est en stress et qu'on a des tracks et tout ça, mais que derrière ça fonctionne pour nous, c'est pas grave, peu importe après comment on le vit. Moi, je le vis de manière apaisée, c'est cool pour moi. Peut-être qu'il y a des gens, en vérité, ils kiffent le vivre de manière stressée. Moi, après, ce qui est derrière, ça va être le résultat. Si le gars, lui, il va dans un truc, il se met une énorme pression et que derrière, il n'a pas le résultat escompté, est-ce que le truc, il était fait pour lui? Est-ce que le cadre lui convenait? Etc., etc. Là, tu connais. Toi, l'idée, ça serait, en gros, trouver des cadres qui peuvent vous correspondre au niveau des demandes et des attentes, et pas nécessairement aller dans des trucs. euh, euh, Moi, ce qui me revient souvent en tête, c'est cette espèce de phrase à la con, sortez de la zone de confort. Le bonheur arrive quand on sort de la zone de confort. Mais c'est de la merde. Bah oui, En fait, quand tu sors de la zone de confort, tu es en stress. tu Tu es en galères. stress, tu es dans un cadre qui va te presser, tu vas être dans une oppression. Il se peut que tu réussisses, mais il se peut beaucoup que tu te foires. Ouais. Et tu es sorti d'une zone, tu t'es fait mal, tu t'es pété la gueule, ça t'a rien apporté et il n'y a rien de positif. Et, Moi, je sais et voilà pas, et voilà l'énergie dépensée, hein. et voilà l'énergie dépensée. Alors que si step by step, tu es juste en train de dire, attends, j'avance un petit peu, ça serait différent. Donc, est-ce que tu aurais l'impression que des personnes vont parfois chercher, ne se sont pas préparées au cadre dans lequel ils vont aller et ils vont peut-être à chercher trop, et là on reprend un mot que tu as utilisé, ils sont trop dans des attentes excessives ou dans des perceptions d'attentes excessives. C'est ça Parce aussi. que parfois, et je pense que tu as bien donné l'idée, le cadre, il faut pas qu'il soit non plus fantasmé dans les attentes des gens. Tout le monde va dire, ah ouais, non, mais attends, là, ils sont hyper exigeants. Mais c'est quoi hyper exigeant par rapport à toi, par rapport à ta propre exigence, par rapport à plein de choses. Donc, cette notion-là de perception du cadre, toi, par exemple, quand tu vas choisir ou décider un cadre, on va dire là pour le boulot, Ouais. quand tu vas y aller, quels sont les cadres où tu dis ça c'est ok, je vais utiliser de l'énergie dedans, je vais y aller, et je vais oser faire quelque chose, et des cadres où tu dis ça c'est pas pour moi. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper honnête de se dire à un moment, ça c'est tout high pour moi, il y aura Ouais. trop de pression, je suis pas prêt à le vivre. Comment ça se passe au niveau dans ta démarche et ton process? Bah, je pense que ce qui est important là, en tout cas dans ce que tu soulignes, c'est que les personnes, c'est déjà s'auto-évaluer. C'est compliqué de s'auto-évaluer, de savoir qu'est-ce qu'on vaut réellement et dans quel domaine, dans quel cadre, et c'est là où, comme tu dis, si la personne déjà elle-même, elle se surévalue et elle va vers des cadres enfin, qui sont dans des trucs qu'elle ne peut pas atteindre, elle va se mettre des pressions, elle va être tout le temps dans l'échec en fait. Donc, je pense que le rapport à soi et le rapport à la connaissance de soi, entre guillemets, ou plutôt l'acceptation de soi et de se dire on va dire la perception de nos propres limites, se dire attends, moi je suis doué là-dedans, je suis pas doué là-dedans quoi. Et je pense que déjà ça c'est un gros travail, c'est le premier travail, ça va être celui-là à mon avis. Et une fois qu'on sait à peu près là où on peut aller, là où on peut pas aller, bah, on va choisir les cadres qui vont nous correspondre ou pas. Enfin, en tout cas, ça me paraît évident. Maintenant, le problème, je pense, c'est vraiment, moi, pour être aussi souvent dans le cas, euh, je fantasme souvent beaucoup de cadres qui ne sont pas les miens. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je vis dans un monde d'idées à plein de moments où je me dis, ah bah, je serais trop bon là-dedans. Parce que dans ma perception de moi-même à un moment T, j'estime que j'ai les capacités pour. L'autre jour, tu parlais avec Julien, j'ai regardé votre podcast, je me dis, ah, je kifferais être négociateur. Sauf que
Bah, j'ai envoyé un message derrière à LinkedIn à Julien et lui il m'envoie directement un truc en disant bah ok bah c'est pas un métier qui pour l'instant qui est super référencé mais en tout cas tu peux commencer à bouquiner, il y a deux trois formations, renseigne-toi. Et moi juste comme ça dans mon fantasme, je m'imaginais déjà négociateur, tu vois ce que je veux dire. Sauf Hmm. que une fois que j'arrive et que je me dis ok attends c'est quoi le cadre? Quelle est l'exigence du cadre? Qu'est-ce qu'elle demande, quels sont le savoir, etc. Et après la connaissance et la mise en application, l'expérience. Et donc je me rends compte bah, que je suis Walou, tu vois, dans le truc. Il faut que j'y aille, quoi. Si vraiment je veux, en tout cas, prétendre à rentrer dans ce cadre-là, bah, je vais devoir apprendre tous les codes de ce cadre pour y correspondre. Donc c'est Hmm. aussi simple que ça. Maintenant, c'est est-ce que moi j'aurai les capacités, est-ce que j'ai l'envie réelle d'y aller, est-ce que je vais faire les formations pour, etc., etc. Et là, c'est après, est-ce qu'on se donne les moyens ou pas? Ouais, donc en gros, pour des personnes qui vont être un peu en galère par rapport à certains process, à se dire ouais, j'ai peur de faire, je sais pas, mon examen devant X personnes, euh, est-ce que à ton avis, un recadrage de se dire mais attends, avant de le faire sur X personnes ou devant ou un concert devant 200 personnes, va déjà faire un concert devant 10 potes, quoi, 5 potes, 3 potes, 2 potes, un pote. Est-ce que à ton avis, pour s'améliorer dans cette espèce de rapport à l'autre, l'expérience du petit vers du grand est quelque chose d'utile. Est-ce que toi, si tu avais commencé directement avec une salle de concert de X centaines de places ou de milliers de places, tu aurais été apte à bien gérer, ou c'est parce que tu as fait step by step que tu as senti que tu étais apte à faire de plus en plus grand et justement à te permettre, parce que tu comprenais les cadres et tu savais que tu étais performant dans un cadre comme ça, donc tu pourras l'être dans un cadre comme ça, puis peut-être comme ça, peut-être comme ça, puis peut-être celui-ci, bah là, il va être un peu dark, donc il faudra peut-être repasser par une salle, par quelque chose de plus petit. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu ça dans ton fonctionnement et dans ta manière d'avancer, de comprendre les cadres, fonctionner dedans, performer dedans, et après passer au cadre d'après, parce que justement, on se dit, tiens, jusqu'à où je suis capable d'aller et jusqu'à où je Complètement. suis capable d'évoluer. Ouais, ouais, complètement. C'est un peu la logique des jeux de rôle, tu sais, où tu fais évoluer un perso qui prend de l'XP et voilà. Mais j'allais dire que l'expérience permet de démystifier. C'est-à-dire que souvent, on se fait des nébuleuses. Hein. Moi, tu sais très bien que j'aime bien ce genre de truc. On se fait des montagnes de beaucoup de choses. Et tant qu'on le vit pas, on peut pas le savoir. Et donc, c'est en se confrontant qu'on peut seulement savoir. Et bah, des fois, on aura des retours d'expérience qui nous diront, bah non, là, tu ne peux clairement pas y aller. Et ou alors, il va falloir que tu taffes, t'as ça, ci, ça, ci, ça, ci. Et en confrontant le truc, tu peux que le savoir. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est le vivre l'expérience permet de. Donc, si step by step, tu fais ton truc, tu disais, OK, bon, bah, moi, ça, je sais le faire. Vas-y, je vais aller le confronter. Donc, je teste dans le cadre qui me paraît en tout cas accessible à le niveau que j'ai aujourd'hui, quelle que soit la discipline. J'y vais. Hop, je vois, je me prends une tatane, par exemple, je suis dans un combat, bah, je me prends une tatane, bah, je me rends compte qu'il faut que je taffe. Sinon, le prochain cadre de compétition, bah, je vais me faire défoncer. Donc, oui, vas-y. Ouais, donc dans cette logique-là, si on reprend avec les éléments du début, quelqu'un qui va être dans la recherche de perfection ou dans cette espèce de quête d'être au-dessus ou de voir quelque chose de génial, euh, il y a quelque chose qui est aussi ne pas admettre qu'on peut ne pas être génial. C'est-à-dire qu'on puisse faire de la merde. Euh, cette perception d'être capable de se dire qu'on n'est pas capable. Hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà vu à l'intérieur de toi? C'est-à-dire te dire, bah, justement, tu te crées des nébuleuses, tu te crées des trucs, et tu dis, putain, ça, easy, easy. Et puis d'un coup, c'est juste le i. Après, le z, il n'y a plus du tout. Tu Il y a R, vois. il y a R, Hein? il y a Qu'est-ce R. qu'il y a? Ouais, c'est ça. Donc, dans cette notion-là, la notion de se dire, putain, j'en suis pas capable, est-ce que tu l'as déjà vécu, mais pas de manière genre, ah, je suis qu'une merde, j'arriverai jamais à rien, mais juste se dire, ok, là, clairement, j'ai pas les compétences, ou il me manque des éléments d'information, il me manque de la compréhension du cadre, il me manque des compétences internes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Bien sûr, un paquet de fois, et je pense que c'est le propre de l'apprentissage, hein, d'une certaine manière.
Et selon moi, c'est une des règles à accepter dans la vie, et c'est entre guillemets, c'est de se dire, ben, je ne sais pas, si je considère que je sais, ben, je n'apprendrai plus. Enfin, je vais pas tomber sur un truc bateau de se dire, il faut apprendre pour machin, mais, mais, euh, mais oui, de toute façon, ça m'est arrivé un paquet de fois de me confronter à ça. Il y a des fois, c'est plus douloureux que d'autres, tout dépend des attentes qu'on avait avant. C'est tout. Hum. Selon moi, ça dépend vraiment, enfin, en tout cas, l'élément, ce moteur de l'élément autour duquel on tourne, c'est vachement lié à ça, finalement. C'est quelles sont nos attentes avec nous-mêmes d'abord et ensuite avec le monde extérieur. Et Et, ensuite, bah, on confronte, quoi, et on voit. ouais, donc une personne là par exemple qui est en flip pour parler devant du monde et autres, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en 3 points? Hmm. Bah, déjà, je pense qu'il faudrait qu'elle comprenne pourquoi elle a peur. Donc, Mhm. savoir quels éléments lui font peur dans son cadre, dans le cadre, ou alors dans l'appréhension qu'elle a de l'événement. Comme on disait tout à l'heure, faire les choses étape par étape, c'est-à-dire si tu as peur de parler, tu as un expo à faire devant un jury pour ton école, peu importe. Euh, Tu ne parles jamais en public, tu ne parles jamais devant personne. Quand tu es en famille ou quand déjà tu as du mal à parler devant les gens ou de prendre la parole, etc. Bah déjà commencer, comme on le disait tout à l'heure, step by step. Donc première chose, évaluer d'abord si on est capable ou pas. Donc si on n'est pas capable, qu'est-ce qui nous manque? Et ensuite, aller vers la confrontation. Donc, commencer par des cadres plus accessibles, c'est-à-dire bah, si tu parles jamais déjà avec une personne, si avec une personne tu es habitué et que tu es souvent à l'aise avec une, bah, teste avec deux, etc. etc. quoi. Donc, le côté empirique. Et puis derrière, le côté, comme on disait tout à l'heure, ne pas trop d'avoir attente excessive, c'est-à-dire je suis là pour apprendre. Donc, je suis là pour louper, pour foirer, pour me prendre des vestes, pour des fois me sentir mal, pour que des... Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me sentir comme une merde, quoi, de me dire, bon, je suis nul, ou qu'est-ce que je fous là, ou pourquoi je fais ça. Et même dans les trucs où il y a 10 000 retours du monde extérieur qui me disent, ah, t'es trop fort, ah, t'es nanan, ah, t'es ceci. Il suffit d'un retour extérieur qui te renvoie à un dialogue interne mauvais pour que ça nique tout. Donc, euh, je pense que c'est vraiment le premier, vraiment le point important, hein, c'est le rapport à soi en fait, et la confrontation à soi-même d'abord dans tous les cas. La notion d'échec, comment tu l'absorbes? Parce qu'il y a plein de personnes qui vont dire, ah non mais attends, si j'y arrive pas, ouais, après tous les efforts que j'ai faits, comment je vais vivre? Et la seule place que j'avais pour tel entretien, et si je le foire, ma vie est foutue sur 17 générations. Euh, comment t'absorbes l'échec de se dire, bah, ok, là, j'y étais, j'ai parlé devant du monde, j'ai pas été bon, pour plein de raisons. Je suis pas pris, ou je suis, je sais pas, ou j'ai une note de merde, ou j'ai euh, j'ai des retours pourris. Comment tu vis, comment tu gères l'échec, le non-succès? Eh ben, c'est pas simple. Je pense que c'est plus dur à gérer quand... comment je pourrais le mettre en avant? En gros, c'est simple. Voilà. Si j'ai des grosses attentes avant, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, ça, c'est logique. Mais je crois que c'est quand je me dis que je maîtrise le truc, quand je me dis que je suis déjà bon, quand je me dis que je mériterais une certaine reconnaissance ou un certain retour et que je ne l'ai pas. Je pense que là, c'est dur à le gérer. C'est moins dur à gérer quand tu te mets dans un mode d'apprentissage. C'est-à-dire que si tu es en mode, bah vas-y, là je suis là pour apprendre, et que, ou que tu pars de zéro, je pense que quand on part de zéro, c'est vraiment le meilleur exemple. Là, là en tout cas, pour moi, c'est pas dérangeant parce que je sais que j'ai zéro déjà à la base. Donc je me dis, bah là, je vais me confronter à quelque chose que je ne sais pas. Je pense à l'apprentissage des langues, par exemple. Quand je pars à l'étranger et que j'ai appris des langues sur le tas, bah au départ, tu comprends rien. Tu te fais insulter, les gars ils se foutent de ta gueule et toi tu ne sais pas, tu le sais pas. Il y a beaucoup de liens au monde extérieur et à l'ego et au mal-être. Et il y en a plein qui apprennent pas les langues parce qu'ils osent pas se tromper, alors que moi c'est l'inverse. Moi j'entends, je répète. Il y a quelqu'un qui parle, je sais même pas ce qu'il est en train de dire, je le répète. Ça se trouve il est en train de dire des insultes de ouf, mais je le répète. Et j'ai pas honte de me tromper
Donc, j'ai pas honte de l'échec, en tout cas instantané. Là, c'est un échec plutôt sur l'instant. Euh, et je pense que ça m'aide. Du coup, je pense que il y a deux composantes. C'est que quand on est dans un état d'esprit d'apprentissage, on ne peut accepter plus facilement l'échec. En tout cas, dans un esprit d'apprentissage où on se dit qu'on a du chemin à faire. Parce que si on est dans un apprentissage où on n'a plus de chemin à faire, comment tu le vis l'échec? Non, mais si tu es dans un apprentissage, mais que tu as déjà un background et que tu as déjà une forme d'expérience et que tu as une forme de confort, tu peux déjà te mettre dans un état d'esprit où te dire, ça, je le sais. Et que si tu foires, tu vas avoir un jugement différent avec toi, parce que tu es censé le savoir. Mhm. Et du coup, je pense que en tout cas, moi, c'est ces deux manières de gérer et que Donc du toi, tu gères l'échec en me disant, c'est pas grave, je suis en train d'apprendre. ouais, en tout cas, quand je suis dans l'état d'esprit je suis un apprenti. Quand j'ai l'impression d'être déjà dans une forme de maîtrise ou dans une forme avancée d'apprentissage, bah, des fois, je vais moins le vivre bien. Mhm. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, comment tu le gères? Qu'est-ce que tu fais pour rebondir? Bah, franchement, il y a des fois, ça me plombe de ouf. Et pour être honnête, il y a des fois, je rebondis pas. Là, je pense à la musique ou même la peinture, où hier, je faisais un petit bilan, j'écrivais ce que j'ai fait, ce que j'avais envie et ce que j'ai envie de faire surtout. Et je me disais que j'étais pas arrivé là où je voulais aller pour l'instant. Et qu'il y a une forme d'échec général, moi en tout cas, que j'ai. C'est-à-dire que sur des choses éphémères, sur des petites étapes, sur des concerts, sur un truc comme ça, j'ai toujours eu le sentiment, moi, d'avoir réussi ce que je voulais faire. Parce que c'était un truc précis. J'ai fait le truc, plus ou moins bien, avec plus ou moins de retours, mais je l'ai fait. Et j'ai toujours été content de moi. Mais si je prends un regard global sur tout ce que j'ai fait, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être en échec. Mhm. Et Parce alors, que, ça te met flat, t'empêche de rebondir, ça te permet d'être à un moment au sol et de voir un petit peu ce qui se passe. Comment tu gères ça? bah, c'est variable. Je pense qu'il y a des moments, sûrement, où j'ai moins de capacité énergétique, où je me sens plus faible, ou, enfin bref, des moments où ça va beaucoup plus vite dans le down, c'est-à-dire, putain, je suis une merde, j'y arriverai jamais. Hmm. Mais Et il y a- arrivé. Bah, arriver, et c'est pour ça que j'allais appuyer sur ce point, c'est que là, c'est lié à des attentes. Je suis en échec par rapport à une attente que j'ai. Excessive? Et oui, sûrement. En tout cas, là, par rapport à ce que j'ai mis en place. Du coup, moi, ce que ça me fait, la deuxième chose que ça me fait, au-delà de me dire je suis une merde et blablabla, ça me fait me dire qu'est-ce que j'ai à mettre en place. Mhm. Donc, quel cadre il faut que j'observe, dans quel cadre je dois évoluer, et là, reprendre tout le chemin qu'on a un peu développé depuis le début. Donc au final, c'est jamais enfermant. Même s'il y a des étapes, des moments, des espaces, des fois ça dure des années, des fois c'est des mois, des semaines, où il va rien se passer et où il va y avoir cette espèce de rumination intérieure, où en Mhm. disant je suis nul. Il y aura toujours un moment où je vais me dire bon ok, maintenant comment je peux arriver à mon objectif. Et je reviens sur des trucs réalistes et je refais retomber mes exigences excessives, etc., etc. Est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir des objectifs élevés ou des objectifs moins élevés? La plupart du temps, les gens ils disent viser la lune et tu atteindras. Ouais, t'as pas. Mais dans l'absolu, est-ce que tu penses que factuellement, c'est mieux d'avoir. Alors, surtout si on gère mal l'échec, parce que si tu gères super bien l'échec, tu peux imaginer de monter tout en haut et de toute façon t'en bas parce que tu tombes, c'est pas un problème. Mais Ouais. pour les personnes qui galèrent un petit peu avec l'échec, est-ce que, à ton avis, c'est mieux de viser haut et même si on sait qu'on aura moins haut, ou est-ce que c'est mieux de viser juste ou en tout cas une hauteur où on va pouvoir atteindre et se dire j'ai gravi ce sommet-là et peut-être un jour j'irai sur le sommet qui fait 200 mètres de plus. C'est quoi toi ton point de vue là-dessus? Bah écoute, là, de par ce qu'on vient de développer, et en tout cas moi, de ce que j'ai vécu, bien évidemment que la justesse est bien plus logique. En tout cas, c'est celle qui apportera le plus de résultats. Après, l'objectif de la Lune, enfin l'objectif excessif, on va l'appeler comme ça, peut avoir des bons côtés stimulants internes sur le moment qu'on le réalise ou pas.
Moi, j'aime bien ce côté fantasmant. Il me fait du bien souvent. Des fois, juste le fait de fantasmer le truc me fait kiffer. Et j'ai pas besoin d'y aller vraiment, en fait. Et du coup, je me dis, ça dépend des cas. Donc, si cette énergie-là d'avoir une attente excessive, mais de pas y aller et du coup d'être confronté à des échecs par rapport à tes attentes ne te dérange pas, mais te crée un stimuli, c'est cool. Maintenant, il faut voir à quel point c'est bloquant ou pas. Et je pense qu'il y a des gens, c'est là où si tu es au point mort et que avoir des attentes excessives te fait que être dans l'échec et jamais avancer, faut peut-être réajuster. Et en tout cas, de tout ce qu'on vient de développer, je pense que c'est évident que d'aller de prendre en compte nos limites et la base, quoi. Si tu te dis, attends, mais ça, je sais pas le faire, je suis pas bon là-dedans, quoi. Donc autant, vaut mieux pas aller vers la Lune si tu peux aller que à Roubaix, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. Ok, ok. Un ou deux conseils pour les personnes donc, qui veulent ne pas atteindre la Lune, mais qui veulent déjà avancer et se dépasser étape par étape. Si tu avais un conseil à donner, ça serait quoi? je pense qu'il faut pas aller à l'encontre de soi-même ou de son cœur, j'aime bien dire, mais c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, vraiment? Je pense que c'est la base. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des attentes excessives ou des attentes par rapport à des choses qu'ils ne veulent pas vraiment. Par exemple, il leur faut un taf, il leur faut ceci ou faut cela, mais ils n'ont pas vraiment envie de ça. Je pense que vraiment pour aller vers une réussite ou vers une optimisation de ce qu'on est, et vers une expérience qui permet d'évoluer et d'aller vers des attentes qu'on a, il faut vraiment que ça vienne du cœur, entre guillemets. Après, euh, si c'est sur des choses qui sont obligatoires et qui viennent pas de là, il faut vraiment bien capter les cadres et bien comprendre les enjeux. Et de se dire, bon, je prends cette étape, pourquoi? Et de se dire, bon, si je fais quelque chose que j'aime pas, qui me fait chier et que je dois passer par cette étape, il faut que ce soit la motivation de l'après ou de ce qui m'emmène à passer par cette étape, qui soit la plus forte. Sinon, c'est foutu, quoi. Ok. Ok, je te remercie. Et puis, Merci à toi. à la prochaine pour les suites des podcasts.